On dort souvent le soir en étant assis à la place de Caroline et en imaginant ces 4 dernières minutes. Vous ne pouvez pas vous défaire de cette situation tant que vous n'avez pas une vérité. Et même si la vérité, on vous la donne, on a toujours un doute sur tout. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Nous avons tous en mémoire le crash du vol Rio-Paris qui s'est écrasé dans l'océan Atlantique le 1er juin 2009. La fille de Corinne était à bord et si la thèse d'une défaillance technique a été avancée, Corinne vit néanmoins depuis 5 ans avec des questions qui la hantent. Que s'est-il vraiment passé? À quoi ont ressemblé les dernières minutes de la vie de sa fille? Avec elle, nous allons ouvrir notre première partie consacrée à toutes ces zones d'ombre si difficiles à supporter. Corinne, bonjour. Bonjour Sophie. Merci d'avoir eu le courage de venir sur notre plateau pour nous parler de cet événement qui a fait basculer votre vie et celle de votre famille il y a maintenant 5 ans. Que faisait votre fille sur ce vol Rio-Paris ? Alors Caroline venait de finir ses études de professeur d'école. Elle avait subi une année assez torride au niveau travail et elle avait envie de se récompenser avec un voyage à Rio. Qu'elle avait déjà vécu auparavant et elle était tombée amoureuse, si vous voulez, de Rio et elle avait demandé à embarquer avec son mari qui était steward sur le vol pour l'accompagner sur les 4 jours qui étaient les jours de Pentecôte dans ce mois de juin 2009. Quel lien vous unissez à votre fille ? Très fort, très fusionnel. Nous étions des complices, nous étions des amis. J'étais sa mère, mais j'étais aussi sa copine et sa confidente. Et contre toute attente, elle a suivi le même chemin qui est le mien, c'est-à-dire celui de professeur. Elle a choisi les écoles, je suis en lycée. On avait donc une nouvelle union, une relation qui partait également sur un domaine professionnel. Quand avez-vous eu des nouvelles de votre fille pour la dernière fois ? Le dimanche soir, elle m'a envoyé un texto, ils étaient à l'embarquement. Elle me disait, c'est dommage de partir, j'espère qu'il fait beau à Paris, je serais bien de rester ici. Malheureusement, elle ne croyait pas si bien dire. Comment avez-vous été prévenue de l'accident ? De manière assez sournoise, puisque je m'apprêtais à aller au sport. Un coup de fil a retenti, c'était la famille de ses beaux-parents qui m'appelait pour avoir le numéro de vol. Je ne le connaissais pas, j'ai essayé de le chercher, je n'y arrivais pas parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. J'ai allumé la télé. Et pourquoi ils voulaient le numéro de vol ? Eh bien parce qu'ils avaient entendu parler à la radio qu'un avion en provenance de Rio avait disparu des écrans radars. Donc comme on savait que nos enfants allaient rentrer ce lundi matin, il est clair qu'on les a associés, si vous voulez, à cette information. Alors à la suite de ça, j'ai allumé la télé, j'ai vu passer en défilé les informations et j'ai compris. J'ai compris qu'il s'était passé quelque chose et j'ai compris que c'était très grave et que c'était la fin. Je l'ai ressenti. Donc j'étais toute seule à la maison et je me suis précipitée dehors. Je me suis roulée sur le sol et j'ai hurlé avec toute la force qu'on peut avoir à ce moment-là. Alors après, on est pris dans un engrenage, on est complètement perdu, on ne sait pas ce qui nous arrive. On cherche à connaître d'abord où on doit aller, parce qu'on n'a pas été averti par les autorités. Je me suis rendue à Roissy ce jour-là. Votre mari était là ? Mon mari n'était pas là, il était à l'étranger, parce qu'il était expatrié. Et naturellement, il était abasourdi. Vous imaginez, à 6000 km de là, il a pris le premier vol, il est rentré le lendemain. Donc, vous cherchez à être informé, vous vous êtes rendu à Roissy. Qu'est-ce qui s'est passé à Roissy ? Vous avez été prise en charge par une cellule psychologique ? Oui, il y avait une cellule psychologique à Roissy, il y avait les autorités aussi. Il y avait le président de la République de l'époque avec le ministre des Transports. Et dans leur discours, ils nous ont fait comprendre qu'il n'y avait plus d'espoir, parce qu'ils avaient sans doute gainé l'information bien avant qu'elle soit diffusée. Et ils étaient tellement sûrs d'eux que ça c'était le lundi. Le mercredi, il y avait une cérémonie à Notre-Dame.
Donc, et l'avion n'avait pas encore été retrouvé entre-temps, ce qui signifie que l'avion était perdu pour de bon. Donc, ça s'est accéléré assez vite. Donc, vous n'aviez plus aucun espoir de retrouver votre fille, ou malgré tout, un espoir subsistait en vous? L'espoir, enfin, je savais que c'était la vérité, qu'elle ne reviendrait plus, mais malgré tout, on s'accroche à l'espoir de penser qu'on puisse se tromper. Donc, on regarde sur Internet les cartes du monde, on regarde à l'endroit où l'avion est supposé être tombé, s'il n'y a pas une île sur laquelle ils auraient pu se réfugier. On cherche en fait à dénoncer la vérité qui est pourtant avérée. Alors, ils ont mis un temps fou à retrouver cet avion, ce qui n'a été retrouvé que 2 ans plus tard. Oui. Et vous êtes restée pendant tout ce temps ignorante de ce qui s'était passé. Quelles étaient les différentes hypothèses avancées? Alors, donc, au bout de 8 jours, on a quand même retrouvé des débris d'avion. Et ensuite, il y a eu des phases de recherche, au nombre de 4, je crois, qui ont été effectuées pendant les 4 années en question. Et l'avion a effectivement été retrouvé, je dirais presque, grâce à l'association qui a fait un petit peu pression, parce qu'on avait l'impression qu'ils allaient jeter l'éponge. C'était trop compliqué. 4000 mètres de fond, c'est quand même assez difficile, en fait. Et l'avion a été retrouvé. Là encore, j'étais derrière mon bureau en train de travailler. La télé était donc allumée. Puis d'un seul coup, j'ai vu une information comme quoi le vol Rio-Paris, l'épave a été retrouvée. Et ce qui m'a choqué, ça m'a choqué évidemment, mais ce qui m'a choqué davantage, c'est que c'était un 3 avril. Et le 3 avril, c'est le jour de l'anniversaire de Caroline. Donc j'ai senti que peut-être c'était un signe. Alors pendant ces 2 années, si vous voulez, on était à la recherche des informations, quelles qu'elles soient, parce que les médias se sont emparés, bien entendu, de ce fait divers. Et il y a eu évidemment tout un tas de fantaisies qui ont été annoncées. Ça pouvait être des fantaisies liées à un attentat, liées donc à un détournement, une comète, un orage. On a entendu de tout et de n'importe quoi. Et finalement, qu'ont révélé les boîtes noires alors? Alors les boîtes noires qui ont donc été examinées après avoir retrouvé l'épave ont été examinées. Il y en a une qui décrit tout ce qui est technique sur l'avion et l'autre qui décrit en fait les dialogues entre les pilotes. Donc les rapports sont écrits par le bureau d'enquête et analyse. Et là encore, on a su un petit peu leur contenu avant la diffusion officielle. On a connu en fait par les médias. On a souvent été informés de manière indirecte. Et, vous le déplorez? Un petit peu quand même, parce qu'on est les principaux intéressés. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est lorsque le lendemain que l'épave ait été retrouvée, j'ai entendu moi-même à la radio, par une ministre de l'époque, qui annonçait qu'il y avait quand même une centaine de corps qui étaient identifiables. On n'était pas au courant. Vous apprenez ça par la radio. Donc chaque fois que vous avez une information qui vous touche profondément, c'est une nouvelle disparition, un nouveau décès. C'est quelque chose qui est récurrent depuis 2 ans. Enfin, ça s'est étalé sur 2 ans. Vous ne pouvez pas vous défaire de cette situation tant que vous n'avez pas une vérité. Et même si la vérité, on vous la donne, vous êtes sceptique sur ce qu'on vous donne. On a toujours un doute sur tout. On vous voit très forte, très digne, très maître de vous-même. J'imagine que ça n'a pas toujours été le cas pendant toutes ces années. Je dirais que c'est une façade. Et ma façon de m'exprimer, si je m'exprime un petit peu devant les médias, bien que j'ai hésité, j'avoue, à venir dans cette émission, c'est une forme de thérapie. C'est pouvoir exprimer ce que je ressens, qui est enfermé en moi et que je n'ai peut-être pas assez l'occasion d'évoquer dans mon entourage. Pourquoi vous avez hésité? Parce que c'est une manière aussi peut-être de s'exprimer qui est différente de celle que j'ai faite jusqu'à maintenant. Je suis avec d'autres personnes qui ont également subi des traumatismes importants dans leur vie.
Et c'est troublant, en fait, de partager des difficultés à ce niveau-là. Pourquoi vous n'arrivez pas à les partager avec votre famille? Parce qu'on ne vit pas le deuil de la même manière. Mon mari était complètement orienté dans toute la partie technique. Il a passé, je dirais, presque jour et nuit à étudier toute la partie technique et poste de pilotage et trouver des éventualités, d'analyser les rapports. Moi, j'étais plus sur le côté émotionnel. Mes parents sont âgés, c'est même pas la peine d'aborder le sujet. Vous diriez que vous vous êtes éloigné avec votre mari? On ne s'est pas éloigné, mais on n'a pas conduit notre tristesse et notre traumatisme de façon... On l'a conduite de façon différente. Et puis parfois on n'ose pas parler à l'autre de peur de le faire souffrir aussi. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. On préfère garder pour soi ou échanger avec d'autres. Oui, c'est échanger avec d'autres, mais vous ne trouvez pas toujours en face de vous la personne qui correspond à votre écoute. Il faut de l'empathie, mais vous ne pouvez pas non plus inonder les autres de votre tristesse et votre traumatisme. Donc la personne, on le ressent quand elle a envie d'entendre, et à ce moment-là, on s'exprime. Mais elle peut avoir aussi une espèce de retenue par rapport à cette évocation. Vous avez pu continuer à travailler? Alors le drame est arrivé au mois de juin, j'ai recommencé au mois de septembre, j'ai craqué au mois de décembre et j'ai été obligée de m'arrêter pour essayer de me reconstruire. Une dépression automatiquement suit. Moi, je suis enseignante, donc j'ai des jeunes en face de moi. Vous enseignez quoi? J'enseigne la communication en lycée professionnel. Donc, c'était très difficile d'être au milieu de ces jeunes qui s'amusent, qui se révoltent ou qui se rebellent pour des peccadilles. Vous sortez de quelque chose qui est grave et vous avez du mal en fait à supporter d'abord le bonheur des autres. Vous avez une espèce de recul. Puis vous devez leur en vouloir d'être en vie, tout simplement. Exactement. Non, c'est pas tellement ça. C'est de ne plus avoir la même chose. Je leur en veux pas, mais je souffre de ne plus avoir, de ne plus partager en fait ce qui se passe autour. Voilà. Maître Gégère est avec nous aujourd'hui, avocat pénaliste. Dernièrement, plusieurs crashs d'avions ont endeuillé l'actualité, soulevé toujours les mêmes questions. Pourquoi les accidents d'avion présentent-ils toujours autant de zones d'ombre? Mais il faut bien comprendre que, en général, les accidents d'avion se passent dans des lieux totalement désertiques, parfois en plein océan, ce qui rend les choses très compliquées. Et on se rend compte, même avec l'expérience, que même lorsqu'on récupère ces fameuses boîtes noires qui sont les enregistreurs à la fois des données techniques et aussi des conversations qui sont primordiales, notamment pour savoir s'il y a eu ou non un détournement de l'avion, parce que c'est souvent au travers de ces boîtes noires qu'on le sait. Mais même en récupérant ces éléments-là, on n'a pas toutes les données. Le BEA a mis des mois et des mois après avoir récupéré les boîtes noires dans le vol qui nous occupe, avant d'arriver à une conclusion sur la défaillance technique de ces fameuses sondes, si mes souvenirs sont exacts. Des sondes plutôt, oui. Voilà. C'est quoi, juste les sondes, une explication? En fait, bon, tout est décrié dans cet accident. Les sondes pitot, ce sont des petits appareils qui sont mis sur les côtés de l'avion, qui captent la vitesse de l'avion. Et lorsqu'on est dans des zones de turbulence ou de grand froid, ces sondes gèlent et elles ne renvoient plus les informations de commande dans le poste de pilotage. Ça se passe pratiquement tout le temps. Seulement là, les pilotes ne doivent absolument rien faire pour que le rééquilibre, en fait, pour que tout se réinitialise, voilà. Si je puis dire. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Là, ils n'ont rien fait pour que ça se réinitialise. Normalement, il ne faut rien faire. Il ne faut rien faire et là, ils ont dû agir croyant justement les données qui leur étaient fournies, alors qu'elles étaient totalement faussées par ces sondes qui étaient gelées. Ils ont cru qu'ils étaient à une altitude alors qu'ils étaient à une toute autre altitude. Ils ont fait une manœuvre quasiment de sauvetage alors qu'elle n'avait pas lieu d'être à ce moment-là. Et ça a entraîné malheureusement la chute de cet avion. Oui. Donc il y a les pilotes, si vous voulez, sont dénoncés. Ils n'étaient pas assez informés alors quoi, les pilotes. Tout est la question, elle est ici. C'est le problème de la formation. Donc c'est pour ça qu'il y a une responsabilité qui est presque tripartite et qui va nous annoncer un procès donc dans les années à venir, soit 2016, soit 2017,
où il va y avoir quand même une confrontation terrible à ce sujet-là. Vous allez nous raconter la suite douloureuse de votre histoire. Mais d'abord, nous allons saluer. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de toute une histoire. Entre janvier 2010 et août 2014, il y a eu près de 3500 morts dans des accidents aériens, attentats, défaillances techniques, erreurs de pilotage. Les circonstances des crashs d'avions sont toujours troubles et suscitent à chaque fois de nombreuses interrogations. Une douleur évidemment supplémentaire pour les proches des victimes comme Corinne, qui ne sait toujours pas à quoi ont ressemblé les dernières minutes de la vie de sa fille, qui est décédée justement sur le vol Rio-Paris il y a 5 ans. On va découvrir la suite de son histoire dans notre deuxième partie, Enquête de vérité. On le disait tout à l'heure, Corinne, l'épave de l'avion a été localisée au bout de 2 ans. 2 ans, c'est extrêmement long. Est-ce que le corps de votre enfant a été retrouvé? Non. Non. Alors, au départ, bien entendu, on a été bercé d'illusions par rapport au relevage des corps. Et moi, mon souhait a toujours été que Caroline reste au fond des océans. Parce que je me disais qu'au bout de 2 ans, le corps n'est forcément pas intact, bien qu'on regarde sur Internet, il n'y a pas de prédateurs, l'eau est froide, il y a une possibilité de conservation. On a l'impression de poupée de cire, vous faites votre cinéma. Et c'est un cinéma qui est complètement erroné et qui ne rime à rien du tout. Donc ce vœu-là a été exaucé finalement? Oui, à moitié, dans le sens où son mari, lui, a été remonté. Donc notre souhait consistait quand même... Ils se sont rencontrés dans un avion, Caroline et Sébastien, sur un vol Paris-San Francisco. Elle partait en voyage d'études, il était steward, ils sont tombés amoureux. C'est une belle histoire qui commence. Et l'histoire, elle se termine d'une tragique façon, dans des circonstances similaires, à bord d'un avion. Et là, pour moi, pour l'ensemble de la famille, on souhaitait qu'ils restent ensemble, qu'ils ne soient pas séparés. Or, ils l'ont été. Quelle cérémonie avez-vous organisée pour lui rendre un hommage? Alors, il était assez particulier de vouloir faire une cérémonie religieuse sans cercueil, mais c'est ce que j'ai demandé. Et nous nous sommes réunis avec des amis et de la famille, évidemment, pour faire un hommage à Caroline. Et il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu 3 interventions de ses amis à 3 époques de sa vie différentes. C'était presque un moment convivial, un moment de joie, avec une tristesse intense. Mais enfin, on pouvait se réunir pour pouvoir en fait donner un hommage. Et 3 jours après, on a fait par contre l'inhumation de Sébastien, cette fois-ci dans un cimetière. Aujourd'hui encore, vous vous posez beaucoup de questions qui vous hantent. Quel genre de questions vous posez-vous? Je m'endors souvent le soir en étant assis à la place de Caroline et en imaginant ces 4 dernières minutes. C'est quelque chose qui est redondant et qui m'obsède particulièrement. Parce qu'on a beau nous dire qu'ils ne se sont rendus compte de rien, ce qui est fort possible au niveau de l'impact, mais entre le moment où les turbulences fortes ont commencé et le moment où l'avion a touché l'océan, il s'est passé quand même des tourments. L'avion est tourné dans tous les sens. Moi, j'ai vu des vidéos. L'avion n'était pas à l'horizontale, il était à la verticale par moment. Bon, quand il y a des turbulences, on n'est jamais à l'aise. On souffre, on se demande ce qui va se passer sans penser au pire. Mais moi, j'ai voyagé avec Caroline de nombreuses fois. On se tenait la main quand ça bougeait et on n'était jamais tranquille. Donc, il n'y a pas eu d'annonce faite dans la zone passager. Donc, sans doute que les Ça s'est passé en pleine nuit? C'était en pleine nuit, c'était 2 heures du matin. Peut-être qu'elle dormait? Je pense pas. Ça fait partie des questions que vous vous posez? Non, je pense pas qu'elle dormait. Caroline regardait la télé où elle jouait avec les jeux de poche, là, vous savez. Ou alors elle faisait des coucous à Sébastien, qui on ne sait pas s'il était à ce moment-là au travail ou en repos. Il y a plein de questions qui nous tournent dans la tête. Donc, est-ce qu'ils étaient ensemble au moment où ça s'est produit? Est-ce qu'ils ont souffert? Il paraît que non. Je reste sceptique et j'aimerais me tromper.
J'aimerais me tromper. Mais ce serait important pour vous de savoir. Ben, j'aimerais qu'on me dise ce que j'ai envie d'entendre et être persuadée. Vous reprenez l'avion aujourd'hui? J'ai repris, les premières fois que j'ai repris l'avion, j'avais besoin de me faire reconnaître au niveau du personnel Air France. C'était un besoin pour être, je sais pas, peut-être prise en main, avoir un regard différent. J'ai beaucoup pleuré. Je me suis même retrouvée une fois parce que je connais la place où elle était située. J'avais le même numéro. J'ai demandé à le changer. C'était trop fort. Et puis après, je reprends l'avion. J'ai toujours les mêmes idées, mais je suis quand même je suis libérée malgré tout par rapport à ça.